Merci beaucoup d'être venu en nombre, en personne et en ligne, à cette 8e session francophone d'échange sur des enjeux liés à la paix, à la stabilité, le désarmement, que l'Organisation internationale de la francophonie organise en partenariat avec la mission permanente de France auprès de la conférence du désarmement et l'UNIDIR. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, Monsieur le directeur, pour votre assiduité, votre fidélité à ces sessions. Celle-ci est consacrée aux considérations technologiques dans les cadres pour les femmes, la paix et la sécurité, qui reflètent l'engagement de la francophonie de longue date en faveur d'une inclusion effective des femmes et des filles dans les processus de paix, de même que leur protection dans les situations de crise et de conflit. Je vais laisser la parole au directeur de l'UNIDIR pour des propos introductifs et ensuite nous ferons la présentation des différents membres du panel. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les intervenants et participants présents dans la salle et en ligne aussi, c'est avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques mots au nom de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Il y a près d'un an, l'UNIDIR, avec le soutien de la France et de l'Organisation internationale de la francophonie, lançait pour la première fois dans l'histoire de l'Institut un cycle de rencontres francophones sur les enjeux clés du désarmement. Je remercie en particulier Madame l'ambassadrice Camille Petit d'avoir été à l'initiative de ce projet. Aussi, je me réjouis aujourd'hui de constater la continuité de ce projet avec la tenue de cette 8e rencontre. Je félicite en particulier l'expertise des points et diverses que ce panel représente pour aborder la question de considérations technologiques dans les cadres pour les femmes, la paix et la sécurité. Votre participation démontre toute l'actualité et la pertinence de cette thématique à l'approche du 25e anniversaire de la résolution 1325, qui a élaboré le programme Femmes, Paix, Sécurité, FPS, encourageant l'ensemble des États membres à le mettre en œuvre. Cette résolution, qualifiée d'historique, reconnaît explicitement pour la première fois les différents besoins, possibilités et vulnérabilités des femmes et des filles dans les situations de conflit et doit continuer de nous servir de repère. 25 ans après, force est de constater qu'il existe toujours un écart important entre l'ambition des engagements vis-à-vis de l'agenda FPS et de la participation pleine, égale et significative des femmes et des filles au processus de paix et de sécurité. Ce constat se reflète tout d'abord au niveau de la participation des femmes dans les processus de sécurité internationaux. Dans les enceintes du désarmement et de la maîtrise des armements, par exemple, seul 1/3 des diplomates sont des femmes. Un changement de paradigme est donc nécessaire à tous les niveaux, international, régional et national. Au niveau national, un outil est particulièrement pertinent. Il s'agit de l'adoption de plans d'action nationaux pour la mise en œuvre du programme FPS autour de ces 4 piliers qui sont la participation, la prévention, la protection et les secours et le relèvement. En 2024, 108 pays, soit environ 56% des États membres des Nations Unies, ont adopté un plan d'action national pour la mise en œuvre du programme FPS. Cependant, selon le rapport 2024 du secrétaire général des Nations Unies sur l'agenda FPS, moins de 25% des plans nationaux, actions nationaux liés à la résolution 1325 font référence à des actions de désarmement et de contrôle des armes dans le cadre de suivi. Enfin, une grande majorité d'entre eux ne prennent pas encore en compte les considérations liées aux technologies émergentes. Seul un petit nombre de plans d'action aujourd'hui mentionnent la sécurité numérique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et ou les violences liées au genre facilitées par les nouvelles technologies. Or, avec l'essor des nouvelles technologies, il est aujourd'hui aisé de reconnaître qu'une nouvelle catégorie de risques concernant les femmes et les filles a émergé en lien avec ces nouvelles technologies. En témoignent les biais liés au genre dans le système d'exploitation de l'intelligence artificielle ou encore les risques cybernétiques ayant des dimensions genrées telles que l'utilisation croissante de logiciels espions.
Au sein de l'UNIDIR, la question de la recherche sur ce sujet revêt une importance particulière. C'est pourquoi l'an dernier, nous avons créé un axe de recherche dédié au croisement de nos programmes genre et désarmement et sécurité et technologie, respectivement dirigé par Dr. Renata Dall'Acqua, qui est là avec nous aujourd'hui, et Dr. Giacomo Persi-Paoli. Nous aurons ainsi l'occasion de bénéficier lors de ce séminaire de l'expertise de notre chercheuse Shimona Mohan, spécialisée sur ces enjeux. Si vous me le permettez, je voudrais brièvement souligner ici la contribution plus large des travaux de l'UNIDIR dans l'établissement de liens entre la maîtrise des armements, le désarmement et le programme FPS. Nous faisons le constat que les discussions dans le cadre du FPS sur les conflits armés et la violence armée n'abordent malheureusement pas suffisamment assez la question des armes. Cela est problématique car les armes façonnent les guerres ainsi que les expériences de femmes dans les conflits. L'UNIDIR a en effet mené des recherches approfondies sur les liens entre le contrôle des armes et le désarmement, d'une part, et le pilier du programme FPS, d'autre part. Ces recherches ont été reconnues par les États eux-mêmes et le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU sur la situation des femmes dans le monde. Au-delà des armes légères et des petits calibres, l'agenda FPS est pertinent pour tous les domaines et de la maîtrise des armements et du désarmement. Cela a été reconnu, par exemple, dans le domaine de la lutte contre les mines ou dans les régimes multilatéraux relatifs aux armes de destruction massive, où les responsables gouvernementaux et les prakticiens du désarmement ont exprimé leur intérêt pour la promotion de la participation des femmes et la lutte contre les conséquences spécifiques liées au genre. Il est désormais nécessaire de traduire cet intérêt en actions pratiques, reliant les programmes FPS à tous les enjeux du désarmement, y compris les technologies émergents. C'est pourquoi l'UNIDIR appelle à une mise à jour systémique du programme FPS afin de le faire entrer dans l'ère du numérique. Pour cela, nous comptons sur le soutien de tous les États et de toutes les parties prenantes multilatérales pour nous aider à faire avancer ce travail. Comme il est de la raison d'être de l'UNIDIR de construire des ponts et des terrains d'entente entre les États, je souhaiterais conclure mon propos en soulignant que je suis ravi que cet événement qui nous rassemble aujourd'hui ici puisse explorer ce sujet dans toute la complexité et la diversité qui les caractérise. Je le suis d'autant plus que celui-ci se déroule en langue française, avec un accent allemand, et que l'UNIDIR accorde une importance toute particulière au multilinguisme. Nous sommes en effet convaincus que l'organisation de ces événements contribuait à favoriser la diffusion et la portée de nos travaux au profit de la communauté internationale dans son ensemble et dans l'espace francophone en particulier. Je vous remercie de votre attention et nous souhaite à toutes et tous une excellente et fructueuse conversation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour vos propos introductifs. Je vais vous présenter nos panélistes. Nous allons entendre tout d'abord 3 expertes. Madame Bineta Diop, que vous connaissez sans doute tous, qui est l'envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine sur les femmes, la paix, la sécurité, présidente et fondatrice de l'ONG Femmes Africa Solidarité et chercheuse aussi senior pour l'UNIDIR. Madame Shimona Mohan, chercheuse à l'UNIDIR, et Madame Hélène Moulinier, conseillère principale à ONU Femmes. Après ces 3 propos, nous aurons une autre session sous forme de dialogue avec 3 intervenantes également. Madame Jelena Pia Komela, qui est consultante et professeure assistante en matière de la justice de genre et experte indépendante. Madame Pia Komela est aussi experte. Elle siège au comité CEDEF, qui est un organe conventionnel chargé de surveiller l'application de la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Merci d'être avec nous. Madame Michèle Koundouno, présidente de Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Et ensuite, nous entendrons ma collègue Artida Minga, qui travaille au pôle paix et stabilité de la direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF. Je vais laisser la parole à Madame Binta Diop, qui va s'adresser à nous en ligne.
Merci beaucoup, Madame la modératrice. Vous m'entendez? Très Oui, bien. nous vous entendons. Merci beaucoup pour saluer à partir du Sénégal où je me trouve actuellement. Saluer vos excellences, Monsieur le directeur, et vous dire que c'est un grand honneur pour moi de répondre à l'invitation de l'UNIDIR en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et la représentation permanente de la France auprès de la conférence du désarmement. Pour nous, l'Union africaine, ce séminaire revêt une importance particulière alors que nous célébrons le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Comme vous le savez, cette résolution a marqué un tournant décisif dans la reconnaissance du rôle indispensable des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité à l'échelle mondiale. En effet, comme vous le savez, le 31 octobre 2000, la résolution 1325 a été adoptée à l'unanimité. Et comme nous le disons toujours, une résolution qui a été réellement jetée sur les bases d'un engagement, mais d'abord africain, d'un engagement venant de notre continent et d'un engagement international envers l'intégration des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Donc en 2004, le Conseil de sécurité a encouragé tous les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux dans cet agenda. Et comme nous le constatons aujourd'hui, des progrès encourageants ont été faits du moment que 108 pays, soit environ 56% des États membres de l'ONU, ont adopté au moins un plan d'action durant ces 25 ans. Mais également au niveau africain, il faut signaler que le continent qui a le plus de plans d'action, nous avons plus de 38 pays et 38 qui ont adopté des plans d'action, y compris les communautés régionales également en Afrique ont adopté des plans d'action régionaux. Cependant, comme il a été constaté, ces avancées, bien que significatives, sont assombries par une lacune majeure qui nous rattrape. Une majorité de ces plans ne prennent pas encore en compte les considérations liées aux technologies émergentes. Alors, nous devons, dans un monde en constante évolution, nous devons voir comment ces technologies émergentes qui transforment nos sociétés, nos économies et nos rapports humains, comment répondre à ces défis. Donc, cette révolution a également apporté, comme je le disais, son lot de défis, en particulier pour les femmes. Le harcèlement en ligne, les atteintes à la vie privée, les risques cybernétiques constituent des menaces graves et constantes qui affectent notre capacité à vivre en sécurité et en dignité. Il est impératif que nous reconnaissions ces risques et que nous agissons de manière décisive pour les atténuer. Malgré quelques initiatives positives, il est également alarmant aussi de constater que seuls quelques pays mentionnent la sécurité numérique, la cybersécurité et les violences sexistes facilitées par la technologie dans ces plans d'action. Donc, si nous le constatons, et au niveau de prise de décision, de conscience aussi, nous devons nous-mêmes travailler, mettre ensemble nos efforts
pour redresser cette situation. Les États membres gardent ceux qui ont gardé une longueur d'avance sur ces évolutions technologiques et nous devons les encourager, d'autres, à planifier des mesures pour atténuer les vulnérabilités existantes et émergentes liées au genre. Au niveau de l'Union africaine, comme je l'ai tantôt dit, nous sommes en train de rédiger une convention qui a été mandatée par les chefs d'État africains, une convention contre les violences faites aux femmes. Pour compléter l'arsenal juridique que nous avons, le protocole de Maputo, mais cette fois-ci réellement en regardant de très près les défis que nous devons relever dans ces temps modernes qui traversent surtout les constats que nous avons sur les violences liées au genre, mais liées à la cybercriminalité et d'autres phénomènes tels que le changement climatique. Donc, c'est le moment que nous puissions saisir pour lancer un appel pour une responsabilité collective, que nos plans d'action ne soient pas seulement des documents de conformité, mais que ce soit des outils efficaces pour l'autonomisation des femmes et la protection des droits humains. Chaque texte que nous rédigeons doit prendre en charge ces considérations technologiques et de leurs implications pour la sécurité des femmes et de nos populations. Je pense qu'aujourd'hui, nous savons ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC et je pense que c'est des phénomènes qui affectent les femmes, les violences basées sur le genre, mais aggravées, comme nous le savons, par les questions de criminalité, cybercriminalité et d'autres phénomènes que nous n'avons pas maîtrisés dans nos plans d'action qui ont été établis au préalable. Donc, c'est le moment d'utiliser cette plateforme aujourd'hui, ce séminaire, pour avoir un dialogue, comme il a été dit, comme un tremplin pour réfléchir pour le changement que nous voulons. Il faudrait qu'on réfléchisse à ces technologies. Comment l'inclure dans nos politiques de sécurité de nos États? Comment le faire? Et je pense qu'au niveau de l'Afrique, nous avons mis en place un cadre continental de résultats. Il faudrait qu'on puisse l'amender et inclure ces aspects, ces défis. Et voir aussi en les intégrant comment la mise en œuvre peut se faire dans ces plans d'action en l'amenant à différents niveaux d'appropriation. Comment améliorer ces plans, comment préparer nos sociétés également à prendre en charge ces défis technologiques présents et futurs. Donc, la rencontre d'aujourd'hui est structurée de cette manière et le format que nous apprécions permettra sans nul doute de réfléchir et de maximiser cette réflexion collective sur ces questions cruciales. Pour conclure, je pense que cette rencontre, je n'ai pas pu être présente physiquement, c'est une opportunité cruciale. Et en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine sur ces questions, je pense que vous aussi, en tant qu'acteurs du changement, nous avons le pouvoir d'influencer l'avenir de l'agenda 2063 dans un contexte où les nouvelles technologies jouent un rôle important. Nous devons nous engager à ce que la voix des femmes soit non seulement entendue, mais protégée dans l'espace numérique. Il est notre devoir d'assurer que les femmes puissent naviguer dans cet espace avec dignité et avec sécurité. Engageons-nous fermement aujourd'hui pour l'avenir, mais en allant vers des réflexions, mais vers l'action. Donc, je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup, Madame Diop. Nous reviendrons à vous. Il y aura certainement des questions qui vous seront adressées. Je vais maintenant laisser la parole à Shimona Moran, chercheuse à l'UNIDIR. Shimona va s'exprimer en anglais puisque c'est sa langue de travail et il y a une interprétation en langue française qui est disponible. Merci beaucoup, Madame Folchini. Good afternoon. Bonjour Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de participer à cette importante conversation en cette année du 25e anniversaire de la résolution 1325. Je vous présente mes excuses pour mon français insuffisant, ce qui signifie que cette intervention se fera en anglais, mais je suis reconnaissante à notre interprète, Madame Émilie Ferreira, qui verra à ce que nos amis francophones puissent suivre mon intervention aujourd'hui. Je vous invite à utiliser les oreillettes qui se trouvent dans la salle pour l'interprétation simultanée vers le français. Alors, à l'UNIDIR, nous examinons les implications sexospécifiques de tous les systèmes d'armement sous un double angle. Tout d'abord, une perspective participative, c'est-à-dire l'engagement significatif des hommes et des femmes dans les discussions politiques et techniques, et également depuis une perspective substantielle, c'est-à-dire la manière dont les normes de genre façonnent l'utilisation des armes, leur perception par la société, ainsi que leur impact sur les différents segments de la population. Ce cadre d'analyse est également pertinent pour les technologies émergentes, tant dans le contexte militaire que le contexte civil, car la ligne de démarcation entre les deux domaines est beaucoup plus floue en raison de la double nature d'usage des technologies émergentes telles que la cybertechnologie et l'intelligence artificielle. Un des principaux piliers de l'agenda pour la paix et la sécurité est bien la participation significative des femmes dans tous les domaines de la sécurité internationale. Et cette participation découle de la reconnaissance du fait que les femmes et les hommes ont les mêmes droits de participer et de façonner les décisions qui affecteront leur vie. C'est également la chose la plus maligne à faire. Si nous excluons les femmes, eh bien nous passons à côté d'une perspective de la moitié de la population mondiale. En outre, plusieurs études ont montré que lorsque les femmes sont impliquées dans les processus de désarmement ou de la paix, eh bien, la paix dure plus longtemps. Il existe donc plusieurs raisons crédibles qui nous permettent de considérer que les femmes, en tant qu'actrices importantes dans la construction de la paix et de la résolution de conflits. Cependant, les femmes sont à ce jour sous-représentées dans tous les aspects liés aux technologies émergentes. Les recherches de l'UNIDIR ont montré que les femmes ne représentent qu'un tiers des diplomates participant aux réunions sur le contrôle des armes et du désarmement portant sur les questions technologiques cruciales telles que les groupes d'experts interdocumentés, le CCAWC, ainsi que les systèmes d'armes autonomes létaux, LAWS. Ce manque de participation des femmes est également un problème persistant dans l'industrie technologique. Les femmes ne représentent qu'un quart de la main-d'œuvre mondiale dans le domaine de la cybernétique, environ 8% des professionnels du logiciel dans le monde, c'est-à-dire les personnes qui construisent les systèmes tels que l'intelligence artificielle. Les femmes ne sont que 12% des personnes qui publient, qui ont des publications techniques sur l'apprentissage automatisé, etc., etc. La sous-représentation des femmes peut être renforce les stéréotypes qui dévalorisent l'expertise des femmes et conduisent à un cercle vicieux où les perspectives et les connaissances de larges segments de la population continuent d'être exclues. De plus, les technologies émergentes peuvent exacerber les inégalités. Par exemple, nous savons que les femmes sont très souvent exposées à une multitude de facteurs de risque dans le cyberespace, c'est-à-dire la violence, la cyberviolence, l'intimidation, le harcèlement en ligne, les discours de haine et les efforts de radicalisation en ligne à leur encontre. Par exemple, peu après la fermeture, les confinements du Covid-19 en 2019, nous avons constaté une augmentation de 100% d'une semaine à l'autre des tweets contenant des propos références misogynes dans certaines parties du monde. Nous avons également vu que les applications civiles de l'intelligence artificielle nous montrent également que les effets néfastes qui en résultent peuvent être discriminatoires et dommageables. En effet, 2021, lors de l'examen de 133 systèmes d'intelligence artificielle sur dans différents secteurs, montre que 44% d'entre eux présentent des biais sexistes et 26% des biais à la fois sexistes et racistes. Les systèmes d'intelligence artificielle
modèles biaisés sont connus pour créer, reproduire, exacerber les risques de l'intelligence de reconnaissance faciale qui ne détecte pas certains visages en raison de leur sexe ou de leur race. Les femmes qui ne sont pas présélectionnées pour un emploi parce que les outils de recrutement basés sur l'IA écartent les candidates au profit des hommes. Également, les algorithmes médicaux qui refusent des soins à des personnes en fonction de leur sexe, de leur race ou de leur âge. Nous n'avons pas encore une vision très claire de la manière dont l'intelligence artificielle affectera le champ de bataille, mais nous devons être proactifs et proactives afin de chercher des moyens pour éviter les préjugés, les biais sexistes dans l'IA. Il s'agit d'une question qui a des implications pour tout le monde, non seulement pour les femmes. Par exemple, les préjugés sexistes dans le LAWS ainsi que les systèmes connexes peuvent construire une identification erronée des femmes comme des objets non humains ou à une catégorisation erronée des hommes civils en tant que combattants en contenu des données d'entraînement et du traitement algorithmique. Toutefois, malgré tous ces cas d'utilisation qui permettent en évidence la manière dont la technologie peut nuire aux femmes, il existe des moyens d'exploiter l'impact positif de la technologie pour atteindre les objectifs en matière de FPS. Par exemple, les nouvelles utilisations de l'IA ont fait l'objet de discussions et sont expérimentées par certains pays, notamment la prévision des soulèvements de conflits, l'utilisation de l'intelligence artificielle et les réalités augmentées, particulièrement les jeux de guerre, les war games, et dans les nouveaux systèmes d'armes pour s'assurer qu'aucun dommage excessif ne soit causé aux civils, y compris l'amélioration des réponses aux crises humanitaires, le suivi de la mise en œuvre des accords de paix et la fourniture de soins de santé dans les zones touchées par un conflit et des situations post-conflit, entre autres. Mais quelles sont donc les mesures clés qui peuvent être prises pour contrer ces effets négatifs de ces technologies de manière générale? Eh bien, je vais donner différents exemples de ces mesures pour aller à l'encontre de ces mesures négatives. Je vais donner quelques exemples issus de ma recherche, particulièrement pour à l'intention des États. Alors que les objectifs FPS ont 25 ans cette année, il est important, il y a de discussions à ce sujet. C'était une position très positive, mais il est important de transformer cette intention en programmes durables qui vont au-delà de 2025. L'UNIDIR, par exemple, prévoit un renforcement des capacités sur 3 ans qui offrira des conseils aux acteurs nationaux et régionaux sur la manière d'aborder les technologies émergentes dans leur cadre de leur travail de protection de l'environnement. C'est ce que nous appelons une mise à jour du système ces objectifs et nous nous réjouissons de l'engagement de tous les États et toutes les parties prenantes dans ces activités. De plus, l'UNIDIR croit et encourage tous les acteurs à soutenir les initiatives de renforcement de capacités pour améliorer les connaissances et l'expertise dans les considérations de genre autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Pour soutenir le renforcement des capacités dans le domaine des technologies émergentes, l'UNIDIR a créé le Women in AI Fellowship, un programme de renforcement des capacités en matière d'intelligence artificielle destiné aux femmes diplômés et fonctionnaires qui acceptent actuellement des candidatures pour l'édition 2025, le dernier jour de candidature. Et aujourd'hui, pour celles et ceux que cela intéresse encore, l'UNIDIR fait également conduire des programmes de formation en matière de cybersécurité et nous tenons en compte les configurations de genre dans ces formations. Dans un autre idée, en tant que chercheuse moi-même, j'estime qu'il est important de mener davantage de recherche afin de mieux comprendre les défis et les opportunités qu'apportent les technologies émergentes, en particulier les menaces différenciées qu'elles représentent pour les différentes populations. Je crois qu'il soit important d'explorer ces défis, ces lacunes, ces opportunités et les solutions proposées par le biais de recherches solides et étayées, ce qui est ce que nous faisons à l'UNIDIR. Des efforts comme ceux-ci peuvent en effet uniquement avoir dû réussir uniquement si les États et les parties prenantes donnent la priorité aux discussions et aux activités liées au genre, telles que de mettre en place des plans d'action nationaux sur les objectifs FPS, et dont nos intervenants experts parleront également dans le détail. À une époque où la définition des technologies émergentes évolue rapidement, la question de genre et la cybersécurité et l'intelligence artificielle ainsi que les questions technologiques à venir qui deviendront importantes pour les décideurs et décideuses politiques, telles que l'informatique quantique, doivent être contrées par un échange continu de connaissances et de bonnes pratiques. Il doit s'agir d'approches dynamiques capables de s'adapter aux défis existants, évolutifs et émergents que les nouvelles technologies pourraient engendrer. Ce type de conversation est essentiel
essentiel pour relier les différents acteurs et actrices qui pourraient travailler en vase clos et permettre d'attirer l'attention sur de nouvelles questions et des solutions possibles. Je remercie en ce sens l'Organisation internationale de la francophonie d'avoir rendu possible cette discussion aujourd'hui et j'attends avec impatience l'intervention de mes collègues panélistes. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collègues de l'UNEDIR si vous êtes intéressés par notre travail sur le genre, la technologie et les objectifs FPS. Merci beaucoup, Shimona, c'était très intéressant. Nous allons passer maintenant la parole à Hélène Moulinier qui représente ONU Femmes. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci à l'UNIDIR, à l'OIF, à la représentation permanente de la France de nous accueillir. Merci pour cette intervention en français, car les enjeux linguistiques sont aussi importants quand on parle de technologie. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous et de présenter les actions qui sont menées par ONU Femmes sur les questions de genre et de technologie émergente. Je regarde, j'ai une présentation qui va certainement vous être montrée. Donc, comme on l'a dit, les nouvelles technologies façonnent désormais les conflits et elles offrent des opportunités inédites, des défis spécifiques et donc ces défis doivent être anticipés et intégrés dans les plans d'action. L'un des plus grands défis en matière de transformation numérique, c'est la fracture numérique mondiale. Et donc nous, à ONU Femmes, on l'étudie, cette fracture entre les pays, entre les régions, entre les gens et donc entre les hommes et les femmes. C'est vraiment devenu le nouveau visage de l'inégalité, malheureusement, dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de pays. Et donc notre premier travail a été d'essayer d'identifier quels sont les éléments qui composent cette fracture et essayer d'en donner une définition. Et donc un cadre a été donné en 2023 lors de l'organisation de la 60e commission de la condition de la femme. Et donc cette année-là, le thème était la technologie et l'innovation. Et c'était la première fois depuis la création de la commission en 1946 que la commission abordait ce sujet. Donc c'était plus que bienvenu de la regarder, de regarder ces éléments. Et donc, nous avons trouvé que la fracture numérique entre les hommes et les femmes recouvre 4 dimensions. La première dimension, tout d'abord, c'est l'accès. Comment on accède à un téléphone, à un ordinateur, mais aussi l'accès aux compétences numériques et à l'éducation. Les femmes sont 12% moins susceptibles de posséder un téléphone portable que les hommes, 25% moins susceptibles que les hommes de posséder suffisamment de connaissances ou de compétences numériques pour tirer parti de la technologie. C'est une dimension fondamentale. La deuxième dimension, c'est l'écosystème, c'est-à-dire tout ce qui facilite le développement équitable des technologies. Les politiques numériques qu'ont les pays, l'emploi, ou comme on l'a entendu, la participation des femmes à ces processus. Dans le secteur de la technologie, les femmes représentent moins d'un tiers des postes, moins de 20% dans les postes pour l'intelligence artificielle. Et quand on regarde au financement donné aux startups, seulement 2% de ces financements vont à des startups qui sont fondées ou dirigées par des femmes. La troisième dimension à laquelle il faut porter attention, c'est le design, c'est-à-dire tout le cycle de développement, de déploiement et d'évaluation des technologies, qui doit suivre une approche fondée sur les droits de l'homme et la responsabilité. Les études ont montré que, par exemple, l'intelligence artificielle, pour tout ce qui a trait à la reconnaissance faciale, avait un taux d'erreur inférieur à 1% quand il s'agissait d'hommes blancs, mais le taux d'erreur montait à 34% quand il s'agissait de femmes à la peau foncée. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas accepter quand on voit l'importance qu'ont ces technologies sur la vie de tout le monde aujourd'hui. La dernière dimension, et ça a été mentionné par les panélistes avant moi, c'est la sécurité et la prévention et l'élimination de la violence sexiste facilitée par la technologie. Cela touche en particulier les femmes dans le domaine public. Et c'est vraiment, il faut vraiment faire attention, car ça implique que les femmes qui sont des femmes politiques, des journalistes, des défenseurs des droits, sont plus touchées par ces aspects. Une enquête menée auprès de femmes journalistes, par exemple, dans 125 pays, a montré que 73% d'entre elles avaient subi des violences en ligne. Et donc, c'était dans le cadre de leur travail. Et donc, 30% de ces femmes déclaraient qu'elles s'auto-censuraient à cause de cette violence. Donc, on est vraiment en train d'invibiliser la parole des femmes, et notamment la parole des femmes dans le domaine public.
Prochaine slide. Et donc le vrai défi, c'est comment on intègre donc ces questions de genre dans les cadres normatifs numériques. Et c'est un domaine où il y a encore beaucoup de progrès à faire. Quand on a préparé la commission, on a vu que seulement la moitié des plans nationaux en matière de technologie inclut une référence au genre, aux femmes ou aux jeunes filles. Et bien souvent, dans la moitié qui l'inclut, ils le font de manière superficielle ou insuffisante, malheureusement. Pareil, quand on regarde l'IA et l'index mondial pour une IA responsable qui a été lancé l'année dernière, 138 pays ont été évalués et seulement 24 de ces pays disposent de cadres qui mentionnent les aspects de genre. Et parmi eux, seulement 18 font une référence significative aux questions de genre avec l'intelligence artificielle. Vous le savez sans doute, la nouvelle Convention internationale sur la cybercriminalité ne fait pas référence aux femmes et aux jeunes filles, partiellement mentionne les questions de genre. Cela montre que c'est vraiment un domaine pour lequel il faut porter attention. Nous, à ONU Femmes, on a fait beaucoup de plaidoyer pour le pacte numérique mondial, que certainement beaucoup d'entre vous ont suivi. Et ce plaidoyer a vraiment porté ses fruits. Et on a vu des progrès dans l'intégration des questions de genre dans ce cadre normatif. Mais néanmoins, on a vu qu'encore une fois, là où on voit des résistances, c'est avec les technologies émergentes. Et que les paragraphes et les chapitres, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur l'infrastructure numérique publique, qui sont un petit peu les nouvelles dimensions qui sont à la mode dans les conversations internationales, aucune référence au genre n'a malheureusement été inclus dans ces documents. En plus, et c'est la prochaine slide, en plus des avancées normatives récentes, il y a également des avancées programmatiques qui peuvent aider à nourrir donc la mise à jour des plans d'action nationaux pour mieux intégrer les dimensions technologiques. J'en ai cité quelques-unes. Par exemple, les outils numériques pour les systèmes d'alerte précoce et de prévention qui doivent être développés avec une approche sensible en genre. Malheureusement, souvent les données utilisées pour détecter les risques de conflit ignorent les signaux d'alerte spécifiques pour les violences faites aux femmes ou aux jeunes filles. Un bon exemple, néanmoins dans la matière, a été fait en Colombie, où une application cartographique numérique a été développée pour permettre aux femmes leaders communautaires d'alerter sur les activités des groupes armés dans leur région. Un autre exemple, c'est l'analyse du discours haineux et de désinformation genrée. Ça a été également cité par mes collègues. Aujourd'hui, c'est vraiment crucial d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux détecter les campagnes de désinformation sur ce sujet. Plusieurs ONG utilisent aujourd'hui l'analyse des médias sociaux pour essayer de repérer les campagnes d'incitation de violence, notamment contre des femmes activistes. On peut également utiliser les plateformes numériques comme les forums de discussion sécurisés pour essayer d'avoir plus de participation des femmes dans les processus de paix. C'est quelque chose à ONU Femmes qu'on a testé notamment dans le contexte de la Syrie. On l'a dit, la formation des médiatrices et des défenseurs des droits humains sur ce sujet est vraiment cruciale, notamment pour les sujets de cybercriminalité, cybersécurité, protection des données, surveillance abusive. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons à ONU Femmes. On travaille également avec des partenaires pour créer des outils numériques spécifiques pour lutter contre les violences sexuelles en période de conflit. On a parlé de la RDC. Dans ce pays, il a été développé une base de données sécurisée pour documenter les violences sexuelles. Et il y a également des systèmes de téléconsultation médicale et psychologique qui ont été mis en place pour les survivantes de violences sexuelles. L'utilisation de la cartographie numérique est également très utile pour suivre en temps réel les besoins des femmes réfugiées et adapter les interventions humanitaires. C'est le cas notamment en Ouganda, où il y a un pilote intéressant à ce sujet. Ces dernières années, on en a parlé notamment avec le Covid, on a vu une augmentation de l'utilisation des outils numériques qui facilitent les paiements en ligne, la conservation des documents administratifs ou la création d'entités numériques. C'est aussi très important pour les femmes déplacées et pour accéder à des services de santé, d'éducation ou de protection sociale. Et enfin, la formation numérique est également importante pour l'accès à l'emploi. Nous avons un exemple au Liban où un projet de formation en ligne a permis à des femmes déplacées syriennes d'accéder à des emplois de télétravail dans la technologie.
Et donc, en résumé, si j'essaye de mettre ensemble toutes ces recommandations qui viennent de nos travails normatifs, mais également programmatiques, je dirais les recommandations spécifiques à prendre en compte lorsque l'on regarde les plans d'action nationaux sont les suivantes. Tout d'abord, essayer de voir comment il faut développer et utiliser les outils numériques dans un cadre inclusif, sensible aux conflits et en genre. Il faut également sensibiliser et renforcer les capacités des parties prenantes, en particulier des femmes, sur la dimension genrée des risques et des opportunités des outils numériques, en particulier en matière de conflits, de paix et de sécurité. Il faut fournir des financements accessibles aux initiatives locales, leur permettant de développer et d'utiliser des applications numériques qui répondent à leurs propres besoins et aux besoins des femmes dans leur région. Il faut garantir l'accès aux femmes, et en particulier aux femmes déplacées, aux outils oscillation numérique. C'est crucial pour leurs droits, c'est crucial pour leurs besoins de base. Il faut également régulièrement évaluer l'impact de ces nouvelles technologies sur la paix et la sécurité en intégrant une analyse genre. Car c'est vraiment un domaine qui est en mutation constante. Nous le savons, toutes les semaines, il y a des nouvelles sur l'IA, il y a des nouvelles sur la quantum physique. Il faut toujours essayer de voir quel impact cela a pour les femmes et les filles et s'adapter. Il faut surveiller les discours de haine en ligne, vérifier les faits, lutter contre la désinformation genrée sur les réseaux sociaux. Je crois que aujourd'hui, dans le contexte global, ça va être un des plus grands défis que nous avons à mener collectivement. Et enfin, il faut renforcer les partenariats, notamment avec les entreprises technologiques, les médias sociaux, et vraiment essayer d'avoir plus de dialogue public-privé. Comme vous le savez, la semaine prochaine, il y a à Paris le sommet pour l'IA. Également, cette année, c'est non seulement les 25 ans de la résolution 1325, mais aussi les 30 ans de Beijing. Et donc, une des 6 priorités qui a été identifiée par ONU Femmes, c'est cette révolution numérique et comment elle impacte les 12 priorités qui ont été adoptées à Beijing. Donc, dans ma dernière slide, je vous ai mis quelques publications parce qu'on ne peut pas parler de tout. Et donc, sur cette slide, vous verrez des rapports. La prochaine, vous verrez des rapports d'ONU Femmes, notamment le travail qu'on a fait autour du pacte numérique mondial, les travaux de la commission de la condition de la femme il y a 2 ans, et, un rapport sur l'IA qui a été fait particulièrement dans le cadre de la région Asie-Pacifique, et également quelques publications de nos partenaires. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis impatiente de suivre le cours des dialogues. Merci beaucoup. On peut faire une pause et prendre un petit peu de temps pour répondre à des questions ou des commentaires. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Oui, peut-être quelqu'un en ligne, à distance. Non? Pas encore. Ok, donc on peut passer à la deuxième partie de cette session qui prendra la forme d'un dialogue entre nos 3 autres intervenantes qui prendront quelques minutes pour répondre à différentes questions. Je me tourne vers Jelena, qui est une ancienne collègue de l'OIF. Jelena, est-ce que les préoccupations technologiques sont prises en compte lors des discussions, notamment au comité qui siège en ce moment, le comité CEDEF? Je te laisse la parole pour quelques minutes, 3-4 minutes. Oui, merci beaucoup. Ça sera avec plaisir. Mais avant tout propos, permettez-moi de remercier l'UNIDIR, l'OIF et la représentation permanente de la France auprès de la conférence du désarmement de m'avoir associée à cette discussion d'actualité. En effet, les préoccupations technologiques, notamment en ce qui concerne les 2 grands volets de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, à savoir le premier volet, la promotion du leadership des femmes dans les prises de décision, et le deuxième volet, la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes liées au conflit. En effet, ces questions sont prises en compte au sein des délibérations du Conseil de sécurité, au sein des discussions du Conseil des droits de l'homme, de nos propres discussions au sein du comité de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes
est déjà, depuis quelques années, au sein des discussions du Comité international de la Croix-Rouge. Je n'ai pas l'ambition, bien sûr, d'approfondir en détail les discussions au sein de chaque enceinte. Comme vous le savez, au sein du Conseil de sécurité, les discussions se centrent autour de la manière dont les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle et l'utilisation abusive et malveillante de la cybersécurité peuvent constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale. L'aspect lié à l'agenda Femmes, Paix, Sécurité appelle à l'accès égalitaire et sécurisé, comme ça avait déjà été dit auparavant, aux nouvelles technologies et à lutter contre la violence numérique. Cet angle appelle aussi une analyse des conflits à travers le prisme de l'expertise des femmes et de l'analyse des conflits sensibles au genre, ainsi qu'à l'intégration de la cybersécurité dans tous les aspects de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Comme vous le savez, l'an dernier, en juillet, le Conseil des droits de l'homme adopta par sa résolution 19, la 56-19, et je cite, « prie le Comité consultatif des droits de l'homme de réaliser une étude sur la violence fondée sur le genre facilitée par les technologies et ses incidences sur les femmes et les filles, notamment en favorisant une meilleure compréhension de la question, en mettant en évidence des bonnes pratiques appliquées dans le monde pour lutter contre la violence fondée sur le genre, permise ou amplifiée par l'utilisation des technologies. » Cette étude sera présentée lors de la 63e session du Conseil et si je ne m'abuse pas, ce sera en juin 2026. Alors, en ce qui concerne les discussions au sein du comité de la CEDEF, et je viens juste de commencer aujourd'hui, je vous en dirai sûrement un peu plus après un peu plus de temps, mais cette thématique est une thématique que nous considérons une question émergente. Très brièvement, comme vous le savez, le comité de la CEDEF veille à la mise en œuvre effective des dispositions de la Convention par le biais d'un dialogue que nous avons ces semaines par rapport au rapport des États parties. Mais aussi, nous entamons un autre volet qui consiste à équiper, guider et conseiller les États parties vers l'égalité des sexes par le biais de recommandations générales. Et je reviendrai sur ce point plus tard. Aussi, au sein du comité de la CEDEF, il existe une task force, un groupe de travail, je m'excuse, sur les médias sociaux et un point focal pour la technologie numérique, justement pour inclure ces thématiques, mais le volet, c'est le volet pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, soit par l'accès, soit en luttant contre les violences. Alors, bien sûr, ça sera un plaisir de vous mettre en contact avec ces contacts. Au sein du comité de la CEDEF, je vais m'arrêter ici. Cécile, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Chelena. Maintenant, je vais poser une question à Michel Kunduno. D'après votre expérience de terrain, observe-t-on ces préoccupations concernant les technologies émergentes et leur impact sur les femmes et les minorités dans des contextes de paix et de sécurité? Je vous laisse la parole pour 4-5 minutes maximum. Je le ferai. Merci beaucoup. Merci. Que dire après l'intervention de tous ces experts dont je pense que j'aurais qu'à donner, peut-être si vous avez besoin des questions plus pratiques dans les débats, et m'appesantir sur peut-être l'aspect un peu plus intersectionnel qui n'est pas ressorti ici autour de la table, mais tout le reste a été déjà dit. Oui, effectivement, il y a des préoccupations significatives qui ont été observées sur le terrain, car les nouvelles technologies et la sécurité numérique sont
souvent négligées lors de l'élaboration des plans d'action nationaux. Et ça, c'est important. Malgré les préoccupations croissantes, vous le savez autant bien que moi, que vraiment, c'est un enjeu vraiment qui est là. Et donc, ces préoccupations sont d'ordre contextuel, stratégique, sécuritaire et économique. Et donc, sur la foi de nos observations et des entretiens réalisés, je vais plus partager les préoccupations, mais peut-être ressortir, comme je l'ai dit, les enjeux. Si vraiment, ici, autour de la table, nous avons eu à partager les préoccupations d'ordre général, il serait vraiment, ces informations sont encore plus préoccupantes lorsqu'on les rapporte ou on les appréhende du point de vue d'une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire lorsqu'elles sont présentées sous forme croisée. Et en se focalisant sur les dimensions régionales, nationales et locales. Et cette représentation croisée met en évidence des disparités de préoccupations qui sont liées au contexte de sécurité latent de certains pays, le niveau économique de certains pays et au profil des femmes. Et par exemple, si on prend le cas en Afrique, l'accès limite et inégal aux technologies à inciter, par exemple, ou à encourager, par exemple, UNOWAS, à encourager les deux plateformes Femmes, Paix et Sécurité et Jeunesse, Paix et Sécurité à en faire un seul bloc. Parce que simplement, les femmes n'ont pas accès, elles ne maîtrisent pas les nouvelles technologies et les jeunes les maîtrisent. Donc, pour pouvoir booster, c'est pour cela UNOWAS, le Bureau des Nations Unies au Sahel et puis de l'Afrique de l'Ouest, ils vont appeler la plateforme Femmes, Jeunesse, Paix et Sécurité. Et donc, avec cette approche, ça amène vraiment aux femmes de pouvoir transmettre les alertes. C'est pour là que j'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, ça a été déjà dit, de pouvoir passer les alertes qu'elles veulent faire à travers cette plateforme. Donc, si l'on prend aussi le cas des pays du Nord, je veux peut-être parler du cas un peu du Canada, il y a beaucoup de cas d'harcèlement, c'est vraiment tous les pays du Nord. Et à ce niveau-ci, de quelle manière les politiques prennent en compte cela? C'est qu'aujourd'hui, dans l'agenda est pris en compte par 11 départements ministériels, la force de défense, les technologies qui s'engagent vraiment à travailler dessus. Donc, effectivement, la préoccupation est là, les enjeux sont énormes et il serait plus pertinent qu'on essaie de les voir sous les enjeux régionaux, nationaux, locaux pour pouvoir comprendre la disparité existante et pouvoir les adresser conséquemment. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je vais poser une question à Artida, qui travaille à l'Organisation internationale de la francophonie. Artida, quelles sont les expériences actuelles ou, dans le cas contraire, les perspectives d'inclusion, de considération technologique au sein des plans nationaux? Merci. Alors, tout d'abord, Excellence, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord me joindre aux précédents pénalistes pour remercier la représentation permanente de la France auprès de la conférence du désarmement, UNIDIR ainsi que mes collègues de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'organisation de cet événement. Pour répondre à votre question, je commencerai par placer celle-ci dans le contexte de l'expérience que la Direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'OIF développe depuis 2023 sur l'agenda Femmes, Paix, Sécurité dans l'espace francophone. 14 pays du continent africain, membres de l'OIF, essentiellement d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ont bénéficié des 2 premières éditions d'une formation régionale sur l'agenda Femmes et Sécurité, qui est dispensée en ligne en partenariat avec l'Université Senghor à Alexandrie, un opérateur direct de la francophonie, et nos 2 formatrices présentes ici. Il s'agit d'une formation qui s'intègre pour l'OIF dans le cadre d'une stratégie qu'on peut qualifier de bicéphale avec, d'une part, le renforcement des capacités des parties prenantes engagées dans l'opérationnalisation des plans d'action au niveau national, mais cette formation nous sert également de laboratoire pour identifier les besoins des acteurs nationaux et le déploiement sur cette base d'actions programmatiques sur le terrain, souvent en lien avec ces mêmes bénéficiaires. Notre constat, dans le cadre de ces travaux, qui ont bénéficié en 2 ans à une centaine de participants en ligne et 150 autres acteurs locaux, est que le nexus entre l'agenda Femmes et Sécurité et les nouvelles technologies ne semble pas constituer, du moins pour ces pays et à date, une priorité des politiques nationales en matière d'agenda Femmes et Sécurité. Parmi les pays cibles de nos activités,
qui ont adopté récemment un nouveau plan d'action, nous avons réussi à identifier seulement un qui fixe comme objectif l'amélioration de l'accès des femmes et des filles aux technologies de l'information et de la communication en vue d'une meilleure participation dans l'agenda Femmes et Sécurité. Il s'agit effectivement d'un point très essentiel dans des pays où ils sont placés dans des contextes de territoires enclavés, souvent marqués par des enjeux et des défis sécuritaires. Donc l'inclusion numérique des femmes est vue en effet comme une opportunité pour renforcer leur participation dans les processus de paix. Mais cette approche est loin d'être généralisée. Et nous avons même pu observer des cas de pays qui, en parallèle de l'agenda Femmes et Sécurité, ont adopté des stratégies gouvernementales qui fixent comme objectif l'accès des populations aux nouvelles technologies, mais n'intègrent pas cet objectif-là dans leur plan d'action, un plan d'action qui est adopté en même moment et qui court sur exactement la même période de temps. Donc, la prise en compte demeure très insuffisante, mais aussi au-delà de la question de la participation, les autres experts l'ont évoqué, il y a les autres piliers de l'agenda Femmes et Sécurité qui ne sont pas suffisamment couverts. Le secrétaire général des Nations Unies l'avait relevé dans son dernier rapport sur l'agenda Femmes et Sécurité. Il avait notamment souligné le fait que les violences basées sur le genre sont facilitées par la technologie et ont de graves répercussions sur la santé mentale des femmes et sur leur participation à la vie politique. D'autres cas ont été cités par les autres panélistes. Donc, nous arrivons ici au point des perspectives d'inclusion de ces considérations technologiques dans les plans d'action. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, en fait, ces plans d'action sont des cadres vivants. Ils sont fixés sur un laps de temps bien défini, souvent en cours sur des périodes de 5 ans. Et donc, en fait, l'opportunité d'action pour la communauté internationale, pour les autorités nationales, se situe en fait tout naturellement, selon moi, lors du passage en fait du pays d'une génération de plans d'action à une nouvelle génération. Alors, cette génération de plans d'action va différer en fonction des pays. Ils n'ont pas tous adopté les plans d'action en même moment. Certains pays, comme par exemple le Maroc ou le Tchad, ont adopté leurs plans d'action respectivement en 2022 ou 2023. D'autres, comme la Côte d'Ivoire ou la RDC, sont déjà à leur 3e plan d'action. Mais d'autres même sont bloqués à leur tout premier plan d'action pour des raisons diverses. Mais en dépit de ce décalage qui peut exister entre les générations de plans d'action, rien n'empêche en fait en principe d'intégrer les considérations technologiques dans les générations suivantes de plans d'action, qu'il s'agisse de la 2e, de la 3e, voire de la 4e. Mais c'est quelque chose qui se prépare dans le long terme. Donc, il est nécessaire aussi, dans ce cadre-là, de garder à l'esprit que le passage d'un plan d'action à un autre est un processus long, complexe, qui requiert du temps, des financements, une méthodologie et une forte volonté politique. Donc, le plaidoyer en faveur de l'intégration des nouvelles technologies ne peut être porté en totale décorrélation de cette étape clé qui pose les jalons d'une nouvelle génération de plans d'action qui se veut plus ambitieuse que la précédente. Je vous remercie. Merci beaucoup. Artida, on va se tourner à nouveau vers Jelena. Jelena, quelles sont les préoccupations technologiques incluses dans les plans d'action nationaux et quels sont ceux qui pourraient constituer de bons exemples à suivre? Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur les 2 recommandations générales du comité de la CEDEF, puisqu'elle soulève des points qui sont repris comme préoccupation dans les plans d'action nationaux, notamment celui du Tchad et du Canada. Pour citer que 2 exemples, hein. C'est les nouveaux plans. Un qui est le tout premier, et félicitations au Tchad, qui a lancé son plan d'action en 2023, et le Canada a lancé toute nouvelle version. Alors, comme vous le savez, il y a la recommandation générale 30 de 2013 du comité de la CEDEF concernant la participation des femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Cette recommandation générale, je crois que c'est la date, peut-être il serait temps de la mettre à jour, notamment que nous célébrons
et le 25e anniversaire de l'adoption par le Conseil de sécurité de la 1325, de la résolution 1325 et le 30e anniversaire de l'adoption de la déclaration de Beijing. Mais cette recommandation, elle ne touche pas directement les questions numériques. Mais elle soulève notamment les questions de promotion du leadership et des droits des femmes en période de conflit et post-conflit, et rappelle les obligations qu'ont les États partis à respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme dans les situations de conflit et post-conflit. Donc, même si la recommandation générale 30 ne traite pas directement de cet écart numérique entre les hommes et les femmes et comment les nouvelles technologies peuvent être utilisées comme une tactique de guerre, ne sont pas traitées telles quelles, mais on peut s'y en inspirer. Et ces recommandations générales, comme vous le savez, ce qu'elles font, c'est compiler ce cadre juridique et normatif de la CEDEW et d'autres instruments à pallier un certain aspect discriminatoire. Cependant, la toute dernière recommandation générale qui avait été adoptée par le comité en octobre dernier, la recommandation générale 40, qui porte sur la représentation équitable et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, en effet, elle consacre une partie à la représentation égale et inclusive des femmes dans les développements technologiques et rappelle les obligations des États partis à prévenir et lutter contre les violences à l'égard des femmes fondées sur le genre et du harcèlement, notamment dans les aspects numériques. Alors, ce volet de lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne, en espace numérique, parce que ces violences, nous le savons fort bien, malheureusement, elles ne surviennent pas qu'en espace physique, a été soulevé dans le pan, le tout nouveau pan 2023-2029 du Canada, et aussi intègre la thématique de la cybersécurité dans le pan. Le volet de l'accès égalitaire aux ressources, et ici à l'espace numérique et aux technologies, cet aspect, il a été soulevé dans un des objectifs spécifiques du pan du chat. Oh, pardon. Alors, je m'excuse. Alors, juste pour conclure, et je m'excuse que je n'avais pas le micro, je vous inviterai aussi, mais pour ne pas faire trop long, si vous ne l'avez pas lu, il y a un très bon blog post de Megan O'Brien du CICR qui démontre comment cette violence dans l'espace numérique, elle a les mêmes tactiques pour intimider, humilier, qui nous rappelle les mêmes tactiques de guerre, de la violence sexuelle et sexiste comme tactique de guerre. Donc, je vous invite à lire son blog post qu'en anglais, malheureusement. Mais, et pour ceux qui ne m'ont pas pu suivre en ligne, je vous invite à consulter le pan du chat et le pan du Canada. Et je profite, Cécile, je profite pour vous inviter, vous rappeler que le lundi 17, de 15h à 18h, à la salle à côté, à la salle 23, nous aurons la discussion sur les stéréotypes basés sur le genre, au fin de rédiger ce qui sera la recommandation générale 41. Donc, ça sera une discussion ouverte et vous êtes tous invités. Merci. Merci beaucoup. Nous avons pris bonne note de ce rendez-vous. Je vais repasser la parole à Madame Michèle Koundouno. Quel type de participation ou d'engagement de la part des parties prenantes seraient les plus utiles pour permettre l'inclusion plus marquée des considérations technologiques dans les plans nationaux? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, pour ces questions.
À ce niveau-ci, j'avoue que des idées ont été dites, mais permettez-moi à ce micro vraiment d'aller un peu plus en profondeur parce que je pense que la prise en compte de cette dimension technologique est très importante pour toutes ces personnes qui travaillent vraiment pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité et surtout, comme je vous ai dit, dans sa perspective intersectionnelle, ça permet vraiment d'adapter les approches vraiment au contexte des différentes régions. Donc, à mon avis, vraiment, il est crucial qu'on ait une approche multilatérale et inclusive. Ça a été déjà dit ici pour nous permettre vraiment d'intégrer efficacement toutes ces considérations. Et comment cela pourrait se faire? Je propose comme 5 recommandations. On pourrait aller en détail vraiment ensemble. La toute première, c'est vraiment d'encourager une collaboration multidisciplinaire et multi-acteurs parce que c'est ce qui manque très souvent dans l'élaboration des plans d'action. Nous n'avons pas des experts, surtout en technologie, qui accompagnent pour pouvoir, dans la conception de ces plans d'action, c'est très important, mais aussi la société civile pour aller dans les détails, la société civile aussi bien partout dans le monde qui travaille beaucoup, qui part vraiment dans les endroits où vraiment bon nombre n'ont pas accès. La deuxième implication ou recommandation, c'est vraiment, il serait très avantageux pour nous tous de créer des comités consultatifs composés de représentants des différents groupes concernés parce que là, de cette manière, ça nous permet d'associer les experts, mais aussi, et ce comité pourrait permettre pourrait soutenir à 3 niveaux, vraiment fournir des recommandations sur les meilleures pratiques qui a été annoncé ici pour adapter vraiment les politiques au contexte, jouer un rôle dans le suivi et l'évaluation de l'impact des politiques, Madame Bineta Diop l'a dit tantôt, pour pouvoir vraiment les adapter et contribuer à la création de stratégies d'atténuation pour minimiser ces risques. Et le troisième niveau d'engagement, c'est vraiment les consultations régionales, nationales et locales. Et cela peut se faire, et ceci, c'est dans le but vraiment d'encourager un dialogue constructif et pour garantir que les voix des minorités, mais aussi des femmes, soient vraiment prises en compte et entendues dans la logique vraiment d'adapter encore une fois les plans d'action dans les contextes. Autre chose que l'on pourrait aussi recommander, ça a été déjà dit par Simona, je ne développerai pas, c'est vraiment de développer des programmes de renforcement de capacité et de pouvoir de promouvoir des campagnes de sensibilisation. Je ne développerai pas, Simona. Voilà. Vous l'avez déjà dit. Et enfin, il serait essentiel que vraiment, et ONU Femmes l'a dit, mais je voudrais vraiment m'appesantir dessus, il serait essentiel que les politiques et réglementations technologiques nationales intègrent l'analyse genre. C'est très important. Et parce qu'on le voit, les quelques pays qui ont en tout cas qui ont déjà intégré l'aspect numérique et les autres, comme j'ai donné l'exemple de UNOWAS, qui est dans une dimension d'explorer des pistes, ça permettrait vraiment d'avoir des pistes essentielles pour pouvoir le faire. Et donc, pour conclure, une approche holistique et inclusive serait vraiment importante, impliquant vraiment un éventail de parties prenantes à cette dimension, en mettant en œuvre des formes de participation et d'engagement, ce qui pourrait élaborer des politiques plus élaborées. Et donc, je terminerai vraiment par remercier l'OIF, UNIDIR, de m'associer à ces belles réflexions et j'espère que lors des échanges, on pourrait aller plus en détail. Merci. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour la collègue de l'OIF. Quelles seraient les recommandations pour intégrer ou améliorer l'intégration des considérations technologiques dans les plans d'action nationaux afin de mieux les adapter aux défis émergents? Merci beaucoup, Cécile. Alors, je vais commencer ce point en rappelant une évidence qui est celle que chaque État a ses réalités, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, voire sécuritaires. Et ce sont en fait ces réalités-là qui vont dicter ses priorités. Cela vaut pour tout, mais aussi pour l'agenda Femmes et Sécurité. La prise en compte de ces réalités est essentielle selon moi parce que c'est elle en fait qui va conditionner le caractère réaliste
des objectifs et des indicateurs assortis dans chaque plan d'action. Et ces éléments-là sont à leur tour une condition sine qua non de la mise en œuvre effective des plans d'action. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est des plans d'action qui vont être mis en œuvre avec des indications très claires et pour lesquelles chaque acteur a un plan de route évident, assorti de tous les moyens dont il a besoin pour le mettre en place. Donc, ces objectifs, tels qu'ils sont fixés dans les plans d'action, pour être réalistes et atteignables, ne peuvent pas être posés de manière ex nihilo. Ils doivent concorder avec la politique générale de l'État et bien sûr les moyens financiers mis à disposition à cet égard. Donc le pragmatisme est selon moi de mise et tout plaidoyer en faveur de la prise en compte des enjeux technologiques dans les plans d'action doit s'inscrire dans une approche plus globale de la problématique à l'échelle nationale. C'est un peu ce que Madame Molinier a qualifié tout à l'heure d'écosystème. En même temps, cela ne doit pas servir d'excuse pour cloisonner les discussions sur les considérations technologiques entre catégories d'États dits like-minded ou encore se priver d'une réflexion prospective qui s'avère indispensable face à la vitesse des progrès technologiques qui concernent l'humanité dans sa globalité. Je vais prendre pour ça l'exemple des SALA, les systèmes d'armes létaux autonomes, qui a cité plutôt Shimona. Donc, il n'est pas nécessaire en fait qu'un État possède la technologie pour en fabriquer, pour que sa population soit potentiellement un jour victime de ces systèmes d'armes. Donc, j'ai pris un peu un exemple un peu extrême pour comprendre que tout le monde est concerné et qu'il est vraiment nécessaire d'avoir ces débats, un débat comme celui que nous avons aujourd'hui, qui a pour vocation de vulgariser les débats sur ces enjeux techniques, mais qui permet aussi de briser parfois la barrière linguistique qui pourrait exister entre les experts sur ces problématiques qui sont encore un peu parfois à l'état de niche. Je pense par ailleurs qu'il est également possible d'aller un peu plus loin en encourageant le partage des meilleures pratiques pour celles qui existent déjà. La formation Femmes Paix Sécurité que l'OIF porte en partenariat avec l'Université Sangor est conçue comme une plateforme d'échange et de dialogue entre parties prenantes francophones. Et c'est un volet que nous avons pu par ailleurs développer grâce au soutien de la France. Je profite de cette occasion pour renouveler mes remerciements. Nous sommes donc très ouverts pour créer un espace de discussion entre les bénéficiaires de la formation, UNIDIR, ONU Femmes et toutes les parties prenantes intéressées à l'occasion de la 3e édition de la formation qui devrait être lancée à la rentrée 2025. Donc, dans la continuité de cette idée de démocratisation du débat sur l'intégration des technologies dans les plans d'action, il me semble également important d'inscrire toute démarche dans une collaboration étroite avec l'ensemble des parties prenantes. Et là, on revient un peu sur une partie des recommandations de Michel. Donc, il s'agit des acteurs institutionnels, les communautés locales, les organisations de la société civile, les universitaires, dans l'objectif de comprendre les besoins et les défis spécifiques de chacun. Les points focaux ministériels jouent bien sûr un rôle essentiel de coordination, mais la mise en œuvre effective de l'agenda Femmes Paix Sécurité, ça me plaît de le répéter, c'est l'affaire de tous. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir une approche la plus inclusive possible lorsqu'il s'agit de parties prenantes afin de mieux comprendre, mieux accompagner et mieux protéger les populations. Je vous remercie. Intervenants et intervenantes pour cette discussion très riche. Je crois que si nous devons la résumer, nous pouvons la résumer par 2 termes, véritablement décloisonner et croiser les différentes perspectives. Donc décloisonner parce qu'il faut briser les silos. Vous l'avez justement dit, il y a à la fois le premier silo femmes, paix et sécurité, dont nous célébrons le 25e anniversaire de la résolution 1325, qui pour la France s'intègre dans le cadre de sa diplomatie féministe, mais c'est le cas d'autres États, et qui est articulée autour des 4 P sur lesquels je ne reviens pas: la prévention, la protection, la participation et la promotion. Cela est
une première perspective. Et il y a la nouvelle perspective émergente des stratégies de cybersécurité ou sur l'intelligence artificielle. La France s'est dotée d'une stratégie sur l'intelligence artificielle dès 2019 et actualisée l'année dernière et prépare un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui aura lieu les 10 et 11 février. Donc, intelligence artificielle éthique, une intelligence artificielle de confiance, donc avec une vision très globale, mais aussi avec un segment spécifique militaire le 11 février après-midi. Donc, il y a, pour donner ces exemples, il y a ces deux voies et il y a également, je devrais rajouter, à la fois la perspective qui a été soulignée par plusieurs intervenants de la défense des droits de l'homme. Pour donner encore un éclairage peut-être à partir de la France, on a l'initiative Marianne qui vise à inviter en France des défenseurs des droits. Donc, des femmes qui ont un rôle particulier dans leur pays et on commence à prendre en compte aussi cette dimension numérique indispensable dans la défense des droits pour protéger les femmes et les filles dans les espaces numériques. Il y a donc également un troisième silo, si on devrait rajouter, c'est la barrière qui a été évoquée par vous, madame, sur la barrière linguistique, puisque nous sommes ici dans l'espace francophone. Donc, pour croiser ces différentes perspectives, nous devons mettre en regard les différentes stratégies et également permettre une meilleure coordination interministérielle. Et là, nous allons donc de l'international vers le local avec la nécessité d'associer les différents acteurs au niveau local pour aussi bien renforcer le cadre législatif, mais aussi former et associer les femmes. Donc, ces croisements sont indispensables parce que nous savons que le cyberespace peut être un cadre qui exacerbe le risque de violence contre les femmes. Vous avez mentionné le cyberharcèlement, vous avez mentionné également les biais dans les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, mais en même temps, le numérique permet la participation des femmes au processus de paix et à la consolidation de la paix. L'intelligence artificielle, le numérique, les nouvelles technologies, toutes ces considérations technologiques permettent aussi d'inscrire la paix dans un cadre plus durable en permettant l'insertion post-conflit, donc l'accès à ces espaces numériques, l'accès à ces compétences. Donc l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies peuvent être aussi un outil de protection des femmes. Donc il ne faut pas voir que l'aspect menace, mais aussi l'aspect positif, de manière à ce que ces stratégies prennent en compte tous les avantages que nous procurent ces considérations technologiques. Et donc, je remercie encore une fois l'OIF, l'UNIDIR et les différentes intervenantes de la CEDEF, de la Commission de l'Union africaine, d'ONU Femmes et l'ensemble donc des intervenants qui ont permis de donner cet éclairage à la fois stratégique mais aussi très opérationnel sur la meilleure prise en compte des considérations technologiques dans la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour vos propos conclusifs. Nous arrivons au terme de cette session. Nous avons mis à votre disposition un formulaire d'évaluation. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour y répondre. C'est très important pour nous de pouvoir améliorer notre offre, mais aussi de pouvoir documenter les actions que nous menons à titre de reddition de comptes. Je vous informe aussi que nous aurons une prochaine session dédiée aussi à l'intelligence artificielle qui se tiendra le 17 mars et vous serez avertis comme de coutume. Merci beaucoup.